Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie des exercices ou des activités de la section 2.1. On est ici à la page 63. Il nous restait un petit bout de fer à faire. On avait séparé ça en deux parce que la première partie, c'était des questions ST. Puis là, on est rendu à la section STE. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Bon, on va parler d'ions polyatomiques, on va parler de formation de liens ioniques et de liens covalents. Donc, on commence ça. On commence ça. À partir de ici, représente les ions les plus probables des éléments suivants à l'aide du modèle atomique simplifié. Oh, on fait rarement ça, mais bon, on va le présenter de façon à montrer le garnissage de cette dernière couche électronique, la couche de valence. Alors, le calcium en premier, selon le modèle atomique simplifié. On ne demande pas le symbole AZ, mais je vais le faire quand même parce que le calcium a un nombre de masse de 40 et un numéro atomique de 20. Ça me permet de calculer le nombre de neutrons que je dois inclure dans le noyau de toute façon. Alors, le calcium, 20 protons qui sont positifs, 40 moins 20, 20 neutrons également. Nombre d'électrons, 2 électrons sur la première couche, et il faut se rendre à 20 parce qu'on a 20 protons. Mais attention, il y a une twist. Parce qu'ici, on veut présenter l'ion le plus probable du calcium. Alors, qu'est-ce qui arrive à un ion de calcium? Le calcium, lorsqu'il devient un ion, il devient du Ca2+, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs la formule chimique de l'ion. Quand on vous demande quelle est la formule chimique, c'est son symbole avec sa charge, Ca2+. S'il est 2+, c'est qu'il a donné 2 électrons. Il en avait 20, il en a donné 2, il lui en reste 18. Donc, mon dessin doit s'arrêter ici. Son modèle simplifié. Si je faisais le carbone au complet, j'aurais laissé une 4e couche avec 2 électrons de valence sur la dernière couche. Pour me dire, oui, hein, j'ai vraiment l'atome de carbone avec 20 particules positives, 20 particules négatives. Cependant, ayant cédé ces 2 électrons de valence, il retombe à la couche inférieure qui, elle est pleine. Donc, juste retirer les traces. On continue de la même façon pour le soufre. Alors, l'atome de soufre a un nombre de masse de 32, un numéro 16, mais l'ion de soufre, lui, il va gagner 2 électrons. Oui, le soufre est dans la famille 6. Il y a donc 6 électrons de valence sur 8. Il veut en gagner 2. Il va avoir un signe 2 négatif. Alors ça, c'est la formule chimique de l'ion. Alors, je vais me dessiner un atome de soufre en me servant de ces informations-ci, mais en ajoutant 2 électrons supplémentaires. Parce que si on présente le dessin de l'ion, il faut passer aux électrons qu'il a gagnés ou perdus. Alors, un noyau pour le soufre avec 16 protons, 32 moins 16, 16 neutrons de cet isotope-là. Normalement, 16 électrons plus 2. On est donc à 18 pour celui-ci. Donc, 2, 8 et 8. On remarque que on a une configuration semblable à celle du calcium, qui est la même configuration que le gaz inerte le plus proche de ces 2 éléments-là, c'est-à-dire l'argon. C'est leur façon d'obtenir leur stabilité électronique, dépenser moins d'énergie. Le magnésium, Mg, numéro 12, nombre de masse 24. Le magnésium va avoir tendance à donner des électrons. Alors, si on voit qu'il est dans la famille numéro 2, ça veut dire qu'il veut donner 2 électrons de valence. Il va devenir Mg2+. Il a donc perdu 2 électrons par rapport aux 12 qu'il possédait. Alors, on va dessiner un noyau de 12 protons. Les quantités de protons, tu ne les changes jamais. 24 moins 12, 12 neutrons. Et on avait 12 protons, donc 12 électrons, moins 2. Donc, on est rendu à 10 électrons seulement, ce qui lui fait seulement 2 couches. Il est semblable, j'ai de la misère à faire mes 8, il est donc semblable au néon, cet élément-là, sous forme de ion. Bon, je vous disais, c'est assez rare qu'on va présenter des ions sous forme de modèle atomique simplifié, mais ça peut arriver. C'est une bonne question piège qu'on peut avoir à STE pour vous faire réfléchir à ajuster la quantité de charge. Numéro 14. Représente les éléments suivants à l'aide de la notation de Lewis. Représente les éléments suivants, puis indique le nombre de liaisons qu'ils peuvent former. Alors, on ne nous demande pas de dessiner leurs ions,
juste ces éléments-là, selon Lewis, et de déterminer combien de liaisons ils peuvent former. Je vous rappelle que le nombre de liaisons qu'un atome peut faire, qu'un élément peut faire, dépend généralement de son nombre d'électrons de valence qui sont célibataires. Généralement, il n'y a que les électrons célibataires qui participent aux liaisons chimiques. Alors, bon, le chlore, c'est Cl. Je vais le mettre en cursive pour que ça ne ressemble pas à un I majuscule. Il est dans la famille 7, donc 7 électrons de valence au total. 5, 6 et 7. Doublet, doublet, doublet. Et ici, on a un électron célibataire. Le chlore veut donc faire une liaison pour occuper cet électron célibataire-là. Le silicium Si, lui, on le trouve dans la famille du carbone, la famille numéro 4. Il a donc 4 électrons de valence, ce qui lui amène 4 électrons célibataires. Il n'y en a aucun qui est en couple. On a 4 célibataires, donc on veut faire 4 couples. On veut faire 4 liaisons. Le phosphore P est dans la famille numéro 5, la même famille que l'azote, ce qui lui amène 5 électrons de valence au total. 3 de ces électrons de valence sont célibataires. Il va donc vouloir faire 3 liaisons. Potassium K, première famille, les alcalins, un seul électron de valence. Il a tendance à faire une seule liaison, qui généralement sera une liaison ionique. Il va donner, il va céder cet électron-là. À l'argon, AR, élément numéro 18, lui, il possède 8 électrons de valence, étant dans la 8e famille, la famille des gaz inertes. Et puisqu'ils sont inertes, ils n'ont pas tendance à former des composés chimiques. Ça s'explique aussi par le fait qu'ils n'ont aucun électron célibataire. Alors, nombre de liaisons potentielles, 0. Le calcium, Ca, comme on avait fait plus tôt en haut, Ca est dans la famille numéro 2. Dans la famille des alcalino-terreux, il possède donc 2 électrons de valence. Il a tendance à les céder pour faire 2 liaisons. Aluminium Al, famille 3 en chiffre romain, 3 électrons de valence, 1, 2, 3, il veut faire 3 liaisons. C'est un métal, alors il va les donner pour faire un ion Al3+. Et le soufre S, lui, il est dans la famille de l'oxygène. Il possède 6 électrons de valence. 2, 3, 4, 5 et 6. Ce qui lui laisse 2 électrons célibataires qui aimeraient bien faire des liaisons. Donc, 2 liaisons possibles. Section de vrai ou faux. Les ions forment toujours des liaisons covalentes. Ça, c'est faux. Les ions vont former des liaisons ioniques, pas covalentes. B. Les liaisons covalentes se forment entre des atomes dont l'électronégativité est semblable. Oui, semblable, de même valeur, covalente, tout à fait. Alors, quand on a des forces électronégatives semblables, au lieu de s'arracher des électrons, au lieu de faire ça, on va les partager à la place. Ça crée des liaisons covalentes. Très robuste. La plupart des liaisons ioniques se forment entre des métaux. Les liaisons ioniques se forment entre des métaux. Non, en fait, c'est un piège. Ils sont entre les métaux et les non-métaux. Pas juste entre des métaux eux-mêmes. Non, non, non. Des électrons célibataires participent aux liaisons chimiques. Oui, les électrons célibataires participent aux liaisons. Et dans une liaison covalente, les atomes perdent ou gagnent des électrons. Ça, c'est faux. C'est dans les liaisons ioniques que ça se produit. Voilà pour cette première page. Page 64 ensuite. Identifie la nature des liaisons dans les molécules suivantes. Bon, on mentionnait tantôt que les métaux vont avoir tendance à faire des liaisons ioniques. Alors, quand on regarde une formule d'un composé chimique ou d'un élément chimique, ce qu'on veut observer, c'est y a-t-il présence d'un métal? Généralement, les métaux, on les présente au début de la formule moléculaire. Alors, dans LiH, bien sûr, il y a le lithium qui est un métal. Ça nous amène une liaison ionique. Dans Na2O, le sodium est aussi métallique, à gauche de l'escalier. Ça nous ferait une liaison ionique. CSH, bon, on parle plus rarement du césium, mais c'est le 5e de la famille des alcalins, donc un métal, lui aussi, ferait une liaison ionique.
H2S. On a tendance à dire, oui, regarde, il y a H dedans, il est à gauche de l'escalier. Mais H, l'hydrogène, est un non-métal. Le soufre aussi est un non-métal. Alors, des liaisons entre non-métaux, généralement, on a des liaisons covalentes. Puis, KOH, on se souviendra, K est le potassium. Fait qu'on se dit, ben, OK, let's go. Potassium, c'est un métal, donc ionique. Mais il faut regarder un petit peu plus loin aussi. Parce qu'il y a aussi une liaison entre un O et un H, entre un oxygène et un hydrogène. Mais la liaison de ces deux amis-là, ça va être une liaison covalente parce que les deux sont des non-métaux. Alors, dans ce cas-ci, il y a une liaison ionique ainsi qu'une liaison covalente en même temps dans cette particule-là. Dans l'ion polyatomique OH, c'est une liaison covalente. À droite, colonne de droite, on cherche encore les métaux. Magnésium est un métal, donc liaison ionique. N2, ce sont deux non-métaux. En fait, c'est le même non-métal, un élément covalent. CO2, pas de métal ici. On a une liaison covalente, partage entre le carbone et l'oxygène. MnO2, OK, Mn n'est ni un alcalin ni un alcalino-terreux, mais il est juste à côté du fer dans le tableau périodique, à gauche de l'escalier des métalloïdes. C'est un métal, donc liaison ionique avec l'oxygène. Même chose pour le sodium de Na2SO4. On a une liaison ionique assurée à cause de l'ion Na+, et SO4-, 2-. Cependant, le SO4 2-, lui, entre le S et le O, ces deux non-métaux, il va encore y avoir une liaison covalente. À 17, on vous demande lesquels des composés suivants n'existent pas. Explique ta réponse. Bon, KCl, on a un métal et un non-métal. C'est logique, ça peut arriver. NaK, on a un métal avec un métal. Excuse-moi, là. Pourquoi ça c'est présent dans cette liste? Ça ne se peut pas, là. On ne peut pas former ça facilement. Alors, ce composé ne devrait pas exister. Pourquoi? Bien, parce qu'on se ramasse avec un élément métallique et un autre élément métallique. Et les métaux sont des donneurs d'électrons. Ça prend absolument quelqu'un qui va accepter. Alors, dans une liaison ionique, il nous faut un donneur et un accepteur d'électrons. Là, ici, on a deux donneurs. Donc, NaK ne peut pas exister. Pourquoi? Il y a présence de deux donneurs. Il y a présence de deux donneurs d'électrons. Ouais. Et ça en prendrait un receveur là-dedans. Alors, les deux sont des métaux, ça n'arrivera pas. MgS, métal non-métal, pas de problème. LiNe, métal non-métal. Wow! Ne, c'est du néon. C'est un gaz inerte. Il est déjà chimiquement stable. Il ne veut pas faire de liaison avec le lithium. Alors, LiNe n'est pas un composé qu'on devrait retrouver. LiNe, pourquoi? Le néon est un gaz inerte. Le néon est un gaz inerte. Et on se rappelle que inerte veut dire qui ne réagit pas chimiquement. Donc, il ne formera pas de liaison qui a 8 électrons de valence et ne forme aucune liaison. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? NH3. Bon, là, on a non-métal, non-métal. Il n'y a pas de gaz inerte là-dedans. C'est quelque chose qui peut arriver par liaison covalente. On a ensuite H2SO4. On a l'ion polyatomique SO4 2-, avec 2 fois les ions H+. Ça peut très bien arriver aussi. Ça, c'est tout à fait probable. C'est ce qu'on appelle l'acide sulfurique. Numéro 18. Représente les liaisons ioniques suivantes à l'aide de la notation de Lewis. On veut représenter des liaisons ioniques. Dans ce cas-là, ce qu'on veut voir, on veut voir un avant-après entre un atome de beryllium et 2 atomes de fluor. Donc, un beryllium, 2 fluor. On va placer le beryllium au milieu, encadré par les 2 atomes de fluor. Moi, je présente le avant en premier, avec les 7 électrons de valence du fluor. Et je vais m'assurer que son électron célibataire fait face au beryllium. Vous allez comprendre une question d'organisation du dessin et de la représentation, c'est plus simple. Donc, je devrais placer mon 6e électron de valence ici. Je vais sauter une position pour le placer là et je vais mettre le 7e à gauche. De cette façon, j'ai un électron célibataire qui fait face au beryllium. Le beryllium, lui, est dans la famille numéro 2. Il y a donc 2 électrons de valence. On va y en placer un à droite
pour l'offrir au fluor de droite et un à gauche pour l'offrir au fluor de gauche. Alors, on nous demande, représente les liaisons ioniques à l'aide de la notation de Lewis. On comprendra qu'entre un métal et un non-métal, il va y avoir un don d'électrons. On va avoir une flèche qui montre le mouvement de l'électron donné vers son receveur. Et quand je vous disais qu'on fait un avant-après, c'est qu'une fois qu'on a fait ce transfert d'électrons-là, une fois que le transfert est fait, on va redessiner nos éléments sous forme ionique en dessous. Alors, notre beryllium a perdu 2 électrons. On n'en mettra aucun autour de lui. On va par contre lui apposer une charge de 2+, parce qu'il a donné 2 électrons. Le fluor de gauche, il a reçu un électron du beryllium. Ça lui en fait maintenant 8. Il a saturé sa couche de valence. Et ça lui donne une charge de 1- ou négatif 1. Et c'est la même chose qui va arriver au fluor de droite, avec ses 8 électrons de valence, un de plus que d'habitude, pour avoir une charge de -1. Alors, on comprend ici que nos charges positives et négatives sont balancées l'une par l'autre. On a une charge 2 positive, nous avons 2 charges négatives, 2 plus, 2 moins. Ça fait une molécule qui se forme, le BeF2. On représente une autre liaison ionique entre le potassium et 2 atomes de potassium et un atome de soufre. On va placer le soufre au milieu entre les 2 atomes de potassium. Pourquoi? Bien, surtout parce que le soufre est dans la famille numéro 6. Ça lui donne 6 électrons de valence. Il y a donc 2 électrons à recevoir. On va y placer un potassium de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. Regardez, je place le 6e en bas, ce qui me laisse de chaque côté un espace pour dire « Hey, j'ai de l'espace pour recevoir un des électrons qui va venir du potassium à gauche et de l'espace pour recevoir un des électrons qui vient du potassium de droite. » Alors, on ne perdra pas de points si on place l'électron de valence en haut ici et qu'on le transfère. Par contre, il faut absolument mentionner qu'il y a un électron qui est transféré vers le soufre à partir de chacun des atomes de potassium. Alors, il faut clairement illustrer un transfert d'électrons du métal vers le non-métal pour représenter une liaison ionique. Alors, on a le avant, on va faire le après. Le soufre, il a acquis 2 électrons de plus que d'habitude. Il est maintenant à 8 électrons de valence, ce qui lui amène une charge 2-. Les potassiums, eux, ont perdu un électron de chaque côté. Ils deviennent +1. Encore une fois, notre bilan de charge est correct. 2 charges positives pour 2 charges négatives. On tombe à 0. On a une molécule neutre et stable. En dessous, là ici, on va représenter des liaisons de façon covalente, des liaisons covalentes à l'aide de la notation de Lewis. Dans ce cas-ci, on ne fait pas un avant-après. On va simplement s'assurer de montrer les électrons qui sont partagés en les encerclant. Et on le fait entre 2 atomes de chlore. Alors, je conseille d'utiliser 2 modèles de Lewis qui nous permettent d'avoir les électrons célibataires qui se font face. Alors, par exemple, je pourrais placer 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence, 7 électrons de valence plutôt, autour du chlore ainsi, avec un célibataire qui dit « Hey, j'aimerais ça faire une liaison avec toi », de l'autre côté. Et donc, on va placer l'électron célibataire du chlore de gauche de façon à ce qu'il fasse face à notre chlore qui est à droite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, on veut illustrer la liaison. On va encercler ensemble les 2 électrons qui étaient célibataires, qui forment maintenant un doublet partagé. C'est un doublet partagé, ce qui fait que le chlore de gauche a l'impression qu'il y a 8 électrons autour de lui, et le chlore de droite aussi a l'impression qu'il y a 8 électrons sur sa couche de valence. C'est comme ça que cette molécule se forme. Alors, selon Lewis, il n'y a pas de avant-après, il n'y a pas de signe positif-négatif. On va s'assurer de mettre un partage d'électrons en l'encerclant. On fait la même technique pour le soufre. 2 atomes de soufre. En voici 1, 4, 5. Et là, si mon prochain soufre, je veux le mettre à droite, mon 6e électron de valence, je n'irai pas le placer ici. Je vais le placer derrière. Ça va me permettre que mes électrons célibataires puissent se faire face. Vous remarquez que de cette façon-là, mes célibataires peuvent se faire face. On peut les encercler clairement, proprement, nettement. C'est beaucoup mieux que si j'étais allé encercler quelque chose qui était à l'arrière de l'atome.
Alors, c'est simple comme ça, présenter une liaison covalente. Un petit peu moins long que pour les ioniques. À la question 20, ben, on fait la même chose, mais c'est à nous de déterminer si les liaisons sont ioniques ou covalentes avant de les dessiner. Alors, à l'aide de la notation de Lewis, présente les liaisons chimiques dans les molécules suivantes. Le dibromure de calcium, 2 bromes, 1 calcium. OK? Je vais placer le calcium au centre. Pourquoi? Parce que je vais avoir 2 bromes de chaque côté. Alors, ici, je remarque que j'ai du calcium, c'est un métal. Je vais avoir une liaison ionique. Je vais faire ça en 2 parties, partie avant, partie après. Mon calcium avec ses 2 électrons de valence. Mes bromes avec leurs 7 électrons de valence. Et j'oublie pas de montrer qu'il y aura un transfert qui va se faire d'un électron du calcium vers le brome. Même chose de l'autre côté. Vous voyez, je laisse encore le célibataire face au calcium, de façon à montrer ce transfert toujours du donneur vers le receveur, donc du métal vers le non-métal. Alors ça, c'est mon avant. Mon après va être un calcium dénudé, dépouillé, qui a perdu ses électrons de valence de cette couche-là, de la 4e couche, et donc 2+, parce qu'il a perdu 2 électrons. Mais les bromes de chaque côté, je ne sais pas si j'ai dit beryllium tantôt, je m'excuse, c'est du brome. Les bromes, eux, ont maintenant 8 électrons de valence chacun, ce qui fait qu'ils passent de 7 à 8. Ils ont gagné un électron, il devient négatif. Même chose pour le brome de gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui lui aussi est négatif. Alors, en montrant les charges, on voit ici un balancement, donc plus 2, moins 2, parce qu'il y a 2 charges négatives. On a le méthane ensuite. Il n'y a pas de métal là-dedans, c'est donc une liaison covalente. On va prendre l'élément qui fait le plus de liaisons et on le met au milieu. Le carbone famille 4, 4 électrons célibataires, il va être au centre. On va y placer ces 4 électrons célibataires. Et chacun de ceux-ci tend la main à un des 4 atomes d'hydrogène. On va donc placer les atomes d'hydrogène face au carbone de façon à pouvoir partager l'électron de valence de l'hydrogène avec celui du carbone et former comme ça des liens covalents d'environ la même force électronégativité. Environ, c'est pas pareil, là, ils n'ont pas la même électronégativité, mais il n'y a pas de métal d'impliqué. On travaille de façon similaire pour l'avant-dernier. Cl2O, Cl non-métal, O non-métal. On a encore une fois une série de non-métaux. Le chlore veut faire une seule liaison, il y a un seul électron célibataire. Et l'oxygène, lui, a 2 électrons célibataires. Donc, on va placer l'oxygène au centre. Il sera flanqué de 2 atomes de chlore. Vous voyez, mon oxygène avec 2 électrons célibataires, il dit « Hey, j'ai 2 petits bonhommes ici, là. Ils sont célibataires, il aimerait ça faire une liaison avec un atome voisin. » Ça tombe bien, chaque atome de chlore possède un électron célibataire avec qui danser. Je ne vais pas respecter l'ordre dans le dessin, là. Je vais tâcher de faire mieux ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais sauter une position, comme ça, juste afin de pouvoir les encercler l'un à l'autre. Alors, voici le dichloro, pas le dichloro, l'oxyde de dichlore, hein, tu vois, l'oxyde en premier de dichlore, toujours de droite à gauche. Je ne sais pas pourquoi je passe au dichlorobenzène. Il est bizarre des fois, lui. L'oxyde de dilithium. Alors, cette fois-ci, on a un métal, donc on va faire une liaison ionique avant-après. Le lithium a un électron de valence, l'oxygène 2, donc de valence célibataire, en fait, il y en a 2, il va faire 2 liaisons. On va mettre l'oxygène au milieu. Hop, oxygène au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. Lithium de chaque côté. Il n'y a pas trop de mal non plus à placer l'électron de valence au-dessus, comme d'habitude. C'est juste que là, ça va nous faire une plus longue flèche pour montrer un transfert du lithium vers l'oxygène. OK? C'est acceptable là aussi. On va illustrer le après. Le lithium de gauche aura perdu un électron. Le lithium de gauche, il est positif. L'oxygène a gagné 2 électrons. Il y en a maintenant 8. 2, 3,
5, 6, 7, 8. OK. Et là, gagner 2 électrons, ça veut dire qu'il est 2 négatifs, une charge 2-. Et le lithium de droite a perdu son électron, donc il est Li+. On vérifie si nos charges sont correctes. 2 négatives avec 2 charges positives. Ça fonctionne. Question 21. Bon, écoute, il y a une multitude de combinaisons possibles. Il s'agit de prendre un ion positif avec un ou des ions négatifs. On pourrait prendre K avec OH pour former le KOH. On pourrait former aussi 2 fois K avec le SO4 2-. Pourquoi 2 fois K? Ben, c'est parce qu'avec 2 charges positives, on va être capable d'annuler les 2 charges négatives de l'ion sulfate. Alors, je crois qu'il y a 16 combinaisons possibles là, en autant que vous avez choisi un élément positif avec un élément négatif et que vous avez ajusté les quantités. Par exemple, KSO4 ne serait pas correct, K2SO4 serait correct, MgSO4, ça irait aussi. Mg avec SO4, ça va. Parce que le Mg, il amène un 2+, le SO4 amène un 2-. Oups, lumière. 2+, 2-, ça reste pareil. Ben, ça reste à 0. OK. Voilà donc pour cette section sur les liaisons ioniques et covalentes. On va se voir dans la prochaine vidéo sur la section de la nomenclature des composés chimiques.